La primaire de la gauche mène-t-elle quelque part? Ou est-ce qu'elle mène nulle part, la primaire de la gauche? Moi, je pense que ça mène nulle part, cette histoire, et je vais vous l'expliquer. Pourquoi? Tout simplement. Pourquoi on va parler de la primaire de la gauche aujourd'hui? Pourquoi on va parler d'unionisme et de ce genre de choses? Puisqu'il y a eu la convention Front Populaire 2027. C'était ce week-end, c'était samedi de midi à 18h à Trappes. Trappes, qui est un fief de Génération d'ailleurs, voilà, Ali Rabet, Génération, l'ancien maire de Trappes. Génération qui sont des unionistes dans cette histoire, qui siègent dans le groupe écolo. Peut-être que tout ça est lié, je suis pas tout à fait sûr. Mais en tout cas, c'était à Trappes. Voilà. Et c'est un petit peu comme si tous les unionistes, ceux qui sont sur la ligne, on va dire un peu Lucie Castet, Marine Tondelier, cette gauche-là, s'est réunie à Trappes pour préparer la présidentielle. Là, c'était pas en cas de législative anticipée ou quoi que ce soit, hein. Là, c'est objectif 2027. Il nous faut un candidat unique pour 2027. Le truc, c'est qu'en même temps, il y avait la convention de la convention. La convention, c'est le micro-parti de Bernard Cazeneuve. Et donc, on avait Bernard Cazeneuve, François Hollande du PS, Raphaël Glucksmann, qui n'est pas du PS, mais pas loin, et Carole Delga, par exemple, qui est aussi au PS. Donc, il y avait une partie du PS qui était avec les Cazeneuvistes et les Hollandistes et les Glucksmanniens. Pendant qu'une autre partie du PS, notamment Olivier Faure, qui est quand même le premier secrétaire du PS, lui, il était avec les unionistes. Donc il y a un truc qui pue, il y a un truc qui est pas logique. Sachant qu'en plus que dans la convention Front Populaire 2027 de tous les unionistes, hein, moi je les appelle comme ça, en gros c'est surtout ceux qui sont dans le groupe écologiste à l'Assemblée, donc c'est les écolos mais aussi l'après, Debout le parti de Ruffin et Génération le parti de Benoît Hamon. Bah, d'ailleurs Benoît Hamon qui était, voilà, vous venez de voir son interview, ceux qui viennent de chez Klemovic. Donc tout ça va être assez raccord. Je sais plus ce que je disais. Je suis en train, ah bah merde, là, mon intro était très bien, et du coup je me suis mélangé les pinceaux en lisant les commentaires. Zut, ah oui voilà, chez les unionistes, il n'y avait pas la FI, et il n'y avait pas le PCF non plus. Voilà. Et donc eux qui voulaient une primaire qui aille de Mélenchon à Glucksmann la plus large possible pour pouvoir avoir un candidat unique le plus large possible, et ben là Glucksmann qui représente un des pôles de la gauche, bon, on va dire centriste plus, moi que j'appelle social-libéral, et de l'autre côté LFI et Mélenchon, LFI plus largement, qui représente plus la ligne de rupture, la ligne de gauche plus radicale, bah, ils étaient même pas présents à leur convention Front Populaire 2027. Donc, il y a un côté où je trouve que tout ça pue. Et j'ai l'impression que si les unionistes veulent vraiment faire leur primaire, à la fin, il y aura une candidature type Glucksmann, une candidature type LFI, et si une candidature unioniste vient se rajouter à ces deux-là, bah, c'est pas de l'unionisme, quoi. Et en fait, je vois pas d'autre scénario pour les unionistes qui veulent faire leur primaire. Tout simplement. Donc on va regarder un petit peu tout ça et on va essayer d'y réfléchir et on va discuter de tout ça tranquillement. Donc d'habitude on lit beaucoup des articles sur cette chaîne où on fait des réacts. Là non, on y va un petit peu à l'arrache. J'ai juste préparé quelques petits communiqués. L'idée, c'est de pouvoir aussi en discuter tous ensemble. Merci à tous pour les follow. Il y a énormément de follow. Je fais bien d'avoir refait mon overlay il y a pas longtemps. Comme ça, les follow, ils sont discrets, ils sont pas au milieu de l'écran. C'est beaucoup mieux. Et d'ailleurs, SO Copain du Web, je viens de refaire ma DA. Là, pour ceux qui viennent d'arriver, vous connaissez peut-être Copain du Web, hein, qui a fait probablement le générique de toutes vos émissions préférées et pas mal d'habillage. Super sympa, Copain du Web, et qui a aussi une chaîne YouTube qui streamait pas mal à l'époque, qui stream moins maintenant. Trop cool. Et bah voilà. Le petit logo Ribot dans la sauce qui est juste là. C'est Copain du Web qui nous l'a fait. Voilà. Et le magnifique écran d'attente de pause aussi. Ça, c'est Copain du Web aussi. Pas mal. Ok, allez. Donc c'est parti, on va commencer. On va parler d'abord de la convention Front Populaire 2027. Merci pour le SO à Copain du Web, tout à fait. Ribot, il faut le dire à nouveau qu'on n'est pas des SOSDEM ici. Non mais ça va se voir, ça va se voir. Alors, quoi? Vous préférez que je clarifie ma ligne politique directe pour tous les nouveaux là? Comme ça au moins c'est clair, vous savez d'où je parle? On peut faire ça, hein, moi ça me va. Hein. Vous voulez savoir d'où je parle? Ouais? Allez, je vais vous dire d'où je parle. Alors moi de base je suis un gros gaucho, hein. Pour vous dire d'un point de vue électoral, moi j'ai voté Jean-Luc Mélenchon en 2012, en 2017 et en 2022, et je ne m'en cache pas. Je ne m'en cache pas. Électoralement, je suis sur la ligne, on va dire, gauche de rupture. Je vote un peu le plus à gauche possible, on va dire, aux élections. Mais j'ai jamais voté pour les partis d'extrême gauche à proprement partie, les partis révolutionnaires, parce que voilà, dans le contexte des présidentielles, des législatives et dans le contexte électoraliste, moi je soutiens la France insoumise, généralement, ou alors après s'il y a une union sur une ligne de rupture, je peux la soutenir aussi. Mais électoralement, je suis là-dessus. Mais après, moi de base, historiquement, dans ma formation politique, j'étais plus au niveau chez les communistes révolutionnaires, pas mal. Notamment, j'étais proche de lutte ouvrière pendant assez longtemps. Hein. Moi de base, j'ai une sensibilité plutôt rouge, plutôt coco. Mais non, je dis ça, c'est pour la blague, je ne suis pas maoïste et fan du PCC, quoique, il y a certains trucs, mais bon, bref, peu importe. Mais du coup, voilà, sinon, moi, je suis un ancien trotskiste, en gros. Il y a beaucoup d'anciens trotskistes en politique en France, hein, comme par exemple, je sais pas, Lionel Jospin, Jean-Luc Mélenchon, Edoui Plenel, mais aussi Julien Drey ou d'autres que j'aime beaucoup moins, typiquement. Alors après, Jospin, je suis pas spécialement un fan de Jospin, mais bref. Voilà, considérez-moi comme un ancien trotskiste, qui est maintenant un genre de SOSDEM, mais plutôt gauche radicale, quoi. Voilà. Sinon, je suis sur une ligne qui correspond pas mal à la ligne du NPA anticapitaliste. D'ailleurs, j'avais interviewé Olivier Besancenot sur cette chaîne en début d'année. Donc voilà, je suis sur une ligne qui correspond plutôt à celle de l'NPA anticapitaliste, Olivier Besancenot. C'est-à-dire
électoralement et dans la politique institutionnelle, je ne rejette pas du tout la politique institutionnelle. Je suis prêt à faire la campagne de la gauche électoraliste s'il le faut, tout en essayant de ne jamais oublier le mouvement social et toute cette gauche-là, plus on va dire révolutionnaire, mais pas au sens on prépare le grand soir, mais au sens qui pense que le changement viendra plutôt du mouvement social, de la grève et de l'organisation collective des travailleurs hors des institutions. J'essaie de jouer sur ces deux pieds-là en même temps. Voilà ma position politique. Lequel, le NPA de droite ou de gauche? Moi, je serais plus sur le NPA de droite, entre guillemets, le NPA anticapitaliste. Il y a le NPA révolutionnaire, qui eux sont en mode nique les élections, on s'en fout, tout ça, LFI, c'est des bourgeois, c'est déjà des social traîtres. Et le NPA de Besancenot, le NPA anticapitaliste, est sur une position un petit peu plus entre deux eaux, qui, moi, me correspond plutôt pas mal à moi. Donc voilà, pour ceux qui me découvrent, moi je préfère vous dire tranquille. Donc j'ai des origines plutôt trotskistes, communistes révolutionnaires, mais au final je parle beaucoup de politique institutionnelle et électorale. Je suis un peu un gros SOSDEM contrarié. En tout cas, vous pouvez me positionner à la gauche radicale. Moi ça me va. Voilà. Bien vu l'explication, je m'installe et je reste. Bah ouais, mais moi je préfère être clair avec vous. Après, bon, vous êtes chez Klebovitch, donc regardez le contenu de quelqu'un qui ne dit pas clairement ses positions. Ça vous dérange pas a priori, parce que lui c'est ce qu'il fait. C'est son droit le plus strict. Je pas spécialement envie de le critiquer là-dessus. Mais moi je suis pas comme ça, quoi. Voilà. Moi je préfère être directement, dire d'où je viens, d'où je parle. C'est plus simple. Alors après, vous pouvez être exactement sur la même ligne que moi. Vous pouvez être aussi un petit peu moins à gauche. Idéalement, moi je préfère parler à des gens qui sont un petit peu moins à gauche que moi aussi. C'est plus intéressant, quoi. Voilà. Mais voilà, par exemple, Klebovitch il kiffe Besancenot aussi, typiquement. Bref, installez-vous, on va parler de tout ça. Donc on va commencer en lisant déjà juste ça, la petite affiche là. Déjà Front Populaire 2027. C'est le nom qu'ils ont utilisé à leur move un petit peu unioniste finalement. Front Populaire comme nouveau Front Populaire. Hein. Donc ils veulent récupérer un peu le branding NFP, le branding Front Populaire. Et moi je pense que là-dessus ça peut marcher. Sauf si ils sont totalement écrasés entre d'un côté une candidature type LFI et une candidature type Glucksmann. Je veux dire, à côté de ça, ça serait quoi leur ligne politique ? À mi-chemin entre Glucksmann et Mélenchon, ça donne pas trop envie. Mais pourtant, ils ont quand même récupéré ce truc Front Populaire 2027 avec cette volonté de reproduire ce qui s'est passé en 2024 avec les législatives anticipées. Sauf que, il y a un petit souci avec ça, c'est qu'en 2024, c'était des élections législatives. Et ça s'est fait dans un contexte très précis de sidération par rapport à la dissolution et un Bardella tout puissant qui a ça de devenir Premier ministre, quoi. Et en plus, c'est des législatives. Donc tu peux faire un accord électoral dans le cadre de législatives, c'est tu te partages des circos. Présidentielle, c'est très différent. Si tu veux des candidats uniques, t'as un seul candidat à la présidentielle, point à la ligne. T'as pas une liste comme pour les municipales, par exemple, ou les européennes. Donc pour faire l'union, c'est déjà plus compliqué. Si tu veux faire une union, c'est vraiment tu te ranges derrière un candidat, premièrement. Et deuxièmement, c'est pas des législatives non plus, c'est une seule élection nationale, un seul candidat, point. Les législatives, c'est 577 petites élections nationales quand même. Mais 577. Donc ça se prête beaucoup plus à un accord type NFP, un accord unioniste, un accord électoral, que une présidentielle. Donc c'est pour ça que là, vouloir refaire ce qui s'est passé aux législatives dans le cadre des présidentielles, moi je trouve que déjà ça va pas marcher. Ça va pas fonctionner parce que c'est deux élections très différentes. Apartheid, ça existe? Politique curieux? Oui, bon après il y a des gens qui se représentent, qui se retrouvent dans aucun parti, dans aucune ligne politique précise. Mais moi après j'estime quand même, c'est ma sensibilité en tout cas, que quand on s'y connaît assez en politique, normalement t'as quand même plus ou moins une sympathie envers un parti, quoi. Normalement quand ça fait des années que tu t'intéresses à la politique et que tu connais un petit peu le paysage politique, logiquement tu es capable de te dire bon bah moi c'est plutôt de cette ligne-là que je me rapproche, même si t'as des différences par ailleurs. Je trouve que de dire il y a aucun parti dans lequel je me reconnais, oui, mais normalement quand tu connais un peu la politique et que tu la pratiques et que tu la suis depuis un moment, t'es quand même capable de dire la ligne politique qui est la plus proche de la mienne, c'est celle-ci. Bah après, bon, moi c'est mon point de vue en tout cas. Voilà. Bon bref, en tout cas, ils veulent refaire le coup du NFP 2027. Et moi, typiquement, j'étais unioniste pendant le nouveau Front Populaire. Hein. Moi, j'étais comme le gauchiste moyen en France. Je suis pas unioniste dans tous les cas de figure, mais dans le cas des législatives 2024, j'étais en mode bah ouais, alors là c'est tellement la merde que s'il y a pas une union de la gauche, on va se faire juste niquer. On va se faire niquer par Bardella. Et ça va être très compliqué. À la fin, est-ce qu'il y aura encore une gauche au Parlement, quoi. Donc là-dessus, j'étais unioniste, il n'y a aucun souci avec ça. Mais c'est pas parce que ça a marché en 2024. Il faut tirer des leçons de pourquoi, comment et ça a marché en 2024. Mais vouloir réappliquer bêtement tout ce truc-là à la présidentielle, pour moi, c'est balayer de revers de la main un truc très précis. C'est autour de quelle ligne on peut se réunir, y compris en 2027. Est-ce qu'il n'y a pas deux gauches, entre guillemets, qui de toute façon ne sont pas sur la même ligne et ne seront jamais sur la même ligne? Pour moi, oui. Il y a effectivement la gauche plus radicale, gauche de rupture, représentée et portée par LFI, depuis déjà assez longtemps en France, et l'autre gauche qui serait plus portée par Raphaël Glucksmann ou même François Hollande, cette gauche plus social-libérale, centre-gauche. Et je veux dire, Glucksmann n'a aucune envie de s'allier avec LFI. LFI n'a aucune envie de s'allier avec Glucksmann. Ils n'ont aucune envie de participer à cette primaire commune, et d'ailleurs, ils n'y étaient pas. Donc ça a laissé quoi? Ça a laissé l'après, groupe écologiste, donc l'après c'est le parti de Clémentine Autain, Corbière, Garrido, les purgés de LFI entre guillemets, etc. Debout, le parti de François Ruffin,
Les écologistes, les écologistes, Marine Tondelier et compagnie. Génération, le parti de Benoît Hamon, mais aussi le parti de Benjamin Lucas, c'est surtout les deux seuls connus, en vrai, les autres on les connaît pas trop. Le Parti Socialiste, et c'est là que c'est bizarre, et aussi Lucie Castet, juste en son nom, parce qu'elle a pu représenter justement cette union de la gauche après les législatives de 2024. Quoi. Voilà. Et donc on a le PS. Qu'est-ce qu'il fout là, le PS ? Le PS, là, après le fait qu'ils aient pas voté la censure, le fait qu'ils agissent presque comme des supplétifs de la Macronie dans ces discussions budgétaires, moi je pensais que le reste de la gauche, ils étaient en mode, le PS, ok, on peut plus bosser avec vous, cassez-vous, quoi. Et je pensais justement que le PS serait plus sur la ligne, cette ligne-là. La fameuse ligne Cazeneuve-Delga, voilà. Une gauche qui fait rêver, bien sûr, Bernard Cazeneuve. Et si c'était lui pour 2027 ? Pitié, quoi. Pitié. Et moi, je pensais que le PS, justement, en ne votant pas la censure, en s'éloignant totalement, merci Scroozy Boozy pour le sub, merci beaucoup. Je pensais que le PS, en ne votant pas la censure, ils allaient totalement acter leur divorce avec LFI et même avec le reste de la gauche, en fait. Et que du coup, justement, cette ligne, on va dire Cazeneuve-Delga, avait triomphé en vérité, avait triomphé au sein du PS. L'aile droite avait plus ou moins triomphé. Mais non, puisqu'Olivier Faure, il veut le beurre et l'argent du beurre. Olivier Faure, il laisse une partie de son parti aller dans la convention de Bernard Cazeneuve, tout en lui allant avec les unionistes. Mais gros, choisis au moment. Choisis Olivier Faure. Choisis ta ligne pour le PS. C'est insupportable ce truc-là. T'es sur une ligne unioniste ou non ? T'es sur une ligne où tu veux rester avec le reste de la gauche ou non ? Là, t'as pas voté la censure, donc arrête d'être sur cette unioniste. Ça n'a pas de sens, c'est totalement incohérent. Moi, c'est ça qui m'énerve. C'est ça qui m'énerve de la part du PS, c'est totalement incohérent. Et le fait de... Et c'est aussi pour ça, je pense que ça mène nulle part cette histoire de primaire, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, Olivier Faure, ça n'empêche pas de dire, bien tranquillement, rendez-vous ce samedi à Trappes pour la première étape programmatique du Front Populaire 2027, destinée à réinventer l'éducation, premier chemin vers l'émancipation individuelle et collective. Alors après, ils ont pas mal parlé de fond, j'ai l'impression. Effectivement, parce que là, c'est la convention Front Populaire 2027. Ils veulent en faire plusieurs, ils veulent utiliser ça, on va dire, pour justement parler de sujets de fond et construire le programme pour la future présidentielle à venir, créer le programme de la gauche unie pour la présidentielle, sauf que bon, il y avait déjà un programme qui était celui de l'NFP quand même à la base. Voilà quoi. Et tout ça, c'est aussi un peu de la communication politique, mais en tout cas, voilà. Là, ils ont profité pour en parler beaucoup d'éducation. Bon. Un premier temps de travail pour élaborer et trancher avec vous cet axe si essentiel à l'avenir de nos enfants et des futures générations, qui mériteraient bien mieux qu'une république qui les abandonne au profit de l'ordre établi des bien-nés. Quand je dis ça, je me dis oui, effectivement. Réformer l'éducation au service des plus pauvres que la République a abandonné. Oui, moi je suis d'accord avec ça, mais là c'est pas vraiment ça qui se trame, c'est pas ça qu'on doit analyser. Ce qu'on doit analyser, c'est dans le rapport de force politique, dans la structuration de la gauche, qu'est-ce que ça signifie que ça ? Vous voyez ? Ça m'intéresse même pas vraiment de regarder le fond, quoi. Mais voilà, toujours est-il que, en tout cas, ils ont parlé de tout un tas de choses, de midi à 18h, donc il y avait tout un tas de gens. Voilà, comment finir avec la fabrique et la reproduction des inégalités. C'était peut-être intéressant par ailleurs, quoi. Mais bon, ce qui était surtout intéressant, c'est de voir qui y était, quoi. Et qui y était, c'était, on va dire, toute la gauche du groupe écologiste, mais aussi le PS, et ça c'est bizarre, ou en tout cas une partie du PS seulement. Et en tout cas, il n'y avait pas LFI, on pouvait s'y attendre, mais il n'y avait pas le PCF non plus. Sachant que de base, moi je considère plutôt que dans, on va dire, ce qui reste du NFP, t'as d'un côté LFI, de l'autre côté le PS, ces deux pôles-là, et les unionistes entre-temps. Et dans les unionistes, moi je mettais aussi le PCF, ou en tout cas le groupe PCF à l'Assemblée, avec les écologistes. Et là en fait non, le PCF ils sont pas là. Voilà. Aucun représentant du PCF. Donc est-ce que ça correspond à, je sais pas, peut-être quelque chose qui est en train de changer sur la ligne du PCF ? Je ne sais pas. On peut remarquer aussi que là, au sein du Parti communiste français, dernièrement sur ces discussions budgétaires, on n'a pas trop entendu Fabien Roussel typiquement. Franchement, il n'a pas trop parlé. Il a même pas tweeté là au moment de la suspension des réformes des retraites. Et qui a tweeté justement ? Elsa Fossillon, par exemple, qui est une opposante à Roussel historiquement dans le PCF, et Stéphane Peu, qui est le président du groupe parlementaire GDR, dans lequel il y a le PCF et aussi pas mal d'ultramarins, mais en gros, c'est le groupe communiste à l'Assemblée, quoi. Et bah, Stéphane Peu, figurez-vous, il est sur la même ligne, il était dans la même plateforme que Elsa Fossillon à ce moment-là. Donc là, il se trouve que dans le cadre de ces discussions budgétaires, ceux qui, on va dire, représentent le PCF très concrètement, et bah, c'est plus des gens qui sont sur la ligne anti-Roussel à la base. Est-ce que tout ça, c'est lié au fait qu'il y ait des mutations au sein du PCF qui font que là, le PCF n'a pas été chez les unionistes à cette convention Nouveau Front Populaire, Front Populaire 2027 ? Est-ce que ça veut dire que le PCF reste dans un bloc qui serait plus avec la France Insoumise ? Qui serait celui de la gauche radicale ? Peut-être. Parce qu'après tout, pour ceux qui ne savent pas, en 2012, donc Pierre Laurent, c'était le secrétaire national précédent du PCF, avant Roussel, et c'était sur une stratégie d'union
avec la France Insoumise, d'union avec ce qu'on appelle le Front de gauche à la base. Il y avait le Front de gauche qui était une gauche radicale, on va dire, unie. Et donc, du coup, le candidat à la présidentielle, c'était Mélenchon, mais c'était vraiment le PCF. Et donc, c'était le parti de gauche à l'époque, c'était pas la France Insoumise, c'était avant la création de la France Insoumise. Mais en 2012 et en 2017, le PCF n'a pas présenté de candidat et était allié avec la France Insoumise officiellement. Et bah, Stéphane Peu et Elsa Faucillon, dont je viens de vous parler, eux, ils sont plutôt sur cette ligne-là, de dire LFI et Jean-Luc Mélenchon sont nos camarades naturels quand on regarde les idées qu'ils défendent et les idées qu'on défend nous. Soyons unis avec eux. Et justement, Roussel s'est fait élire sur le non, on va pas s'allier avec Mélenchon, on va pas s'allier avec la France Insoumise, il faut ressusciter ce glorieux PCF d'antan qui présente des candidats à toutes les élections, etc., etc. Donc si Elsa Faucillon et Stéphane Peu, dans le cadre de ces discussions budgétaires, sont en train peut-être de reprendre un petit peu de forme de leadership dans le PCF, je ne sais pas, c'est une théorie, et bah ça pourrait expliquer aussi qu'ils n'étaient pas à cette convention Front Populaire 2027, et peut-être qu'ils vont se retrouver bien au chaud dans un bloc avec LFI. Et moi je vous dis, hein, moi qui ai voté, moi j'ai voté Front de gauche en 2012, et après aux législatives après, moi j'ai déjà voté Front de gauche dans ma vie quand j'étais jeune. Et j'étais trop content de voter Front de gauche. J'étais en mode bah super, voilà, il y a Mélenchon et ses camarades, il y a le PCF, il y a toute la gauche radicale, trop bien, nickel, parfait. Il n'y a pas de souci. Moi j'aimais bien voter Front de gauche. C'était une gauche unie, c'était une gauche de rupture, une gauche radicale unie. Trop bien. Merci pour le sub, j'ai pas eu le temps de lire, il y a énormément d'alertes. Merci à tous pour les follow, il y a beaucoup de follow. C'est trop bien, vous êtes les meilleurs. Merci beaucoup pour votre soutien. Donc voilà quoi. Vous avez vu où je voulais en venir. Mais c'est intéressant à regarder. C'est intéressant de voir qu'est-ce que le PS fait là, alors qu'ils sont aussi avec Bernard Cazeneuve et Raphaël Glucksmann le même week-end ailleurs, et il n'y a pas le PCF ni LFI dedans. Est-ce que tout ça c'est... Vous voyez, est-ce que tout ça nous permet d'un peu de comprendre ce qui est en train de se tramer et de sentir. Merci la vie est belle 33, merci beaucoup pour le sub. Et de sentir un peu ce qui est en train de se tramer sur la restructuration éventuelle de la gauche d'ici 2027. Moi je pense que oui, je trouve ça assez intéressant en tout cas. Voilà, donc on va regarder aussi ce qu'Olivier Faure a dit. Mais là vous voyez la petite photo de famille qu'ils ont fait à la fin. Il y avait un peu tout le monde. Ah non, il n'y a pas Benjamin Lucas là? Benjamin Lucas, c'est député de ma circonscription. Voilà, donc il y avait Ruffin en tout cas, Clémentine Autain, Lucie Castet, Marine Tondelier, Olivier Faure. Et eux je les connais pas, j'avoue, désolé. Voilà. PS a 2 lignes stratégiques, rien de nouveau. Ouais, mais justement, je pensais qu'il y avait eu un moment de clarification sur le PS avec ces 2 lignes stratégiques. Je pensais que justement, le fait que Faure ne vote pas la censure, moi j'étais en mode, il est en train de s'ostraciser par rapport au reste par rapport à ce qui reste du NFP. Et effectivement, il y avait plein d'articles, plein d'observateurs politiques qui allaient dans ce sens-là, de dire là, il est en train d'acter le divorce avec le reste de la gauche, quoi. Donc moi, j'étais en mode, ok, Olivier Faure et le PS qui décident de ne pas voter la censure. Pour moi, c'était leur ralliement justement à l'aile glucksmannienne, on va dire, enfin l'aile droite plutôt, l'aile anti-union, l'aile qui ne veut pas s'unir avec LFI, quoi qu'il en soit en tout cas, et qui est représentée plus par des personnes comme Nicolas Meyer-Rossignol, son rival pour le secrétariat du PS, maire de Rouen, ou des personnes comme justement Carole Delga, président de la région Occitanie, ou même François Hollande, etc. Des personnes qui étaient avec Bernard Cazeneuve et Raphaël Glucksmann à la convention de ce week-end. Vous voyez? Donc moi, je pensais que c'était la ligne droite anti-LFI qui avait gagné, et que justement le fait que Faure ne vote pas la censure, c'était un signal de ça. Mais en fait non, Faure il est en mode il fait n'importe quoi et il veut continuer à faire comme avant quoi. Donc est-ce que ça va passer? Je ne sais pas, mais voir tous ces gens de la gauche là soi-disant qui acceptent que Faure revienne comme ça, dire de l'AD, alors que là il a fait un truc qui pour moi est pas de retour en arrière possible. Pour moi le move de l'IE Faure de non-censure, c'était vraiment le PS qui avait franchi le Rubicon, le point de non-retour de ils pourront plus s'allier avec ce qui reste du NFP par la suite. Bah, vraisemblablement, il y en a qui lui donnent encore l'heure à gauche, et moi je trouve ça vraiment minable. Hein. Voilà. Vous avez parlé des éléphants dans la pièce. Le problème, c'est pas les éléphants, et regardez ici, vous avez les souris. Et souvent, en fait, ce sont les souris qui finissent par leur porter sur les éléphants. Et aujourd'hui. J'ai pas compris. Les éléphants, c'est quoi? C'est pour parler de les éléphants du PS? Parfois, on dit ça pour parler des vieux ténors du PS, là. Les Cambadélis, les Cazeneuve et compagnie. Bon, j'ai pas compris. Hein. Oui. Vous avez compris, vous? Vous avez compris le chat? Ce qu'il voulait dire, les souris et les éléphants? La question pour nous tous, c'est le trou de souris par lequel il faudra s'infiltrer pour gagner face à une extrême droite que tout le monde présente comme triomphante. Alors après, force est de constater que l'extrême droite est triomphante, mais le trou de souris, le truc de il y a un trou de souris pour 2027, c'est littéralement un élément de langage mélenchoniste. C'est ce que Mélenchon disait pour de l'élection 2022, en mode il y a un trou de souris dans lequel on peut peut-être se faufiler. On y croit. Et le trou de souris, c'était en mode si jamais LFI arrive à faire 2e aux législatives et peut-être arrive contre Macron à la fin, on sait jamais. On sait jamais ce qui peut se passer. Il est en train de reprendre un élément de langage mélenchoniste, hein, littéralement. N'importe qui a suivi la campagne de LFI en 2022, côté insoumis et tout, sait que le trou de souris, il y a un trou de souris, les gens. C'était un truc vraiment de mélenchoniste, quoi. Et B. Face à une extrême droite que tout le monde présente comme triomphante, dont la victoire serait inéluctable. Ce qui est... Attendez. Autain et Ruffin qui ricanent. C'est pas justement parce qu'il a dit trou de souris
et qui sont en mode regardez, analyse non verbale. Regardez ce qui se passe du côté de Clémentine Autain et Ruffin. Pour gagner face à une extrême droite que tout le monde filtrait. Trou de souris. C'est le trou de souris par lequel il faudra s'infiltrer. Trou de souris, tiens. Pour gagner face à une extrême droite que tout le monde présente Ruffin chuchote un truc à l'oreille d'Autain, dont la victoire serait inéluctable. Ce qui est le premier... C'est une réaction à ça. Ils s'en souviennent du trou de souris. Ils étaient mélanchonistes en 2022, rappel. Hein. C'est en 2024 du coup qu'il y a eu cette espèce de purge de scission où ils sont barrés faire l'après et qu'ils ont rejoint le groupe écologiste. Donc là, je pense que Ruffin, il a dit Clémentine, le trou de souris, ça rappelle des souvenirs. Putain, je pensais qu'on était débarrassé de Méluche, là, on se croit en 2022. La France des bourgs et la France de Tours, un flic secours. Moi, je pense qu'il lui a dit ça. Et que Clémentine Autain a répondu ah ouais, ça, t'as bien raison, hein. T'as bien raison, mon François. Bon bref, du coup, j'ai pas suivi ce qu'a dit Olivier Faure, pardon. Le premier ciment entre nous ici, c'est la volonté de donner à la gauche toutes ses chances, de faire en sorte que la gauche puisse être l'alternative à ces 10 années de macronisme pendant lesquelles tant de gens ont souffert, tant de gens ont eu le sentiment qu'ils avaient été c'est pour ça qu'ils sourient, tout à fait. Est-ce que nous découvrons C'est un trou de souris, ça les a fait sourire. Elle est pas mal celle-là, retrouvez Onibaku TV, modérateur sur le chat et roi du calembour à peu près. À chaque stream, il sera là pour pimenter vos matinées en faisant des blagues, pas piquer des hannetons, moi je vous le dis. Allez, bravo. Découvrons au fur et à mesure que le débat parlementaire avance. Oui, là, il y a des gens qui ne connaissent pas du coup. Oui. C'est que l'extrême droite n'est pas au service des classes populaires, elle reste au service des milliardaires. Et donc nous allons nous battre ensemble, malgré nos différences d'approche. Moi je suis désolé, mais j'arrive plus à écouter Fort parler quand il parle de fond comme ça. Parce qu'il dit des trucs, oui, je suis d'accord avec toi, effectivement. Il dit des trucs de gauche classiques, quoi. En mode, c'est pas normal qu'il y ait autant de riches et autant de pauvres. Les inégalités, c'est mal. Et l'extrême droite est au service du capital, hein, croyez pas, hein. Bah oui. C'est vrai, effectivement, je peux pas lui donner tort. C'est des positions assez consensuelles à gauche en réalité, mais juste, t'as un peu perdu le droit de parler, je trouve, ces derniers temps, de gauche, quoi. Parce que t'as quand même... C'est littéralement son parti qui a sauvé Macron, quoi. Pourtant, je suis même pas le plus anti-PS dans le tas. Au sens où, voilà, moi, qui une union avec le PS, malgré toutes les déceptions et toutes les trahisons qu'ils ont pu faire, etc., moi, je fais partie de ceux qui étaient en mode genre, bon, bah voilà, c'était comme ça, il fallait le faire, le NFP avec le PS en 2024. Ça m'a pas fait plaisir, parce que moi, vu ma sensibilité politique, j'aime pas le PS, j'ai jamais voté pour eux et je les aime pas. Mais voilà, aux grands mots, les grands remèdes, là, pour le coup, pour moi, c'était utile de le faire. Voilà. Et dans le cadre législatif, ça peut être utile de le faire. Mais là, c'est indéfendable, je suis désolé, quoi. Merci beaucoup pour le sub, merci beaucoup. Donc j'ai du mal, hein, quand il parle du fond et qu'il dit des trucs de gauche, je suis en mode genre, mon cerveau fait il s'intéresse plus. Je ne vois que la trahison. Elles existent, nous sommes parfois sur un certain nombre de sujets, même parfois en discussion et même parfois en désaccord. Mais malgré tout... c'est bon, les follow viennent de s'arrêter, hein, putain. Il y a eu 30 minutes d'alerte follow en continu. Hein. Merci à tous. Entre nous, c'est cette volonté commune de faire en sorte de donner un avenir à ce pays qui ne soit ni la Macronie, ni l'extrême droite. Et donc, comptez sur nous pour aller jusqu'au bout de cette démarche et de faire en sorte que, à l'automne prochain, nous puissions ensemble réveiller l'espoir. Je souhaite de... Alors du coup, le PCF n'a pas été invité. Si, tout le monde a été invité a priori. De toute façon, alors ça, c'est un peu la ligne Tondelier, hein, qui est juste là. D'ailleurs, pour ceux qui me découvrent, il y a tout un truc sur... Là, ça se voit pas parce que j'ai les cheveux attachés, exceptionnellement. Mais il y a tout un lore sur ce live qui dit que je suis le sosie de Marine Tondelier. Et c'est vrai qu'on se ressemble, premier degré, on se ressemble. Et notamment, j'ai les mêmes cheveux qu'elle. C'est assez impressionnant. On a la même nature de cheveux, c'est assez impressionnant. Bref, oui, c'est Clément qui m'arrête de ta sup. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc si tout le monde a été invité, justement, c'est la ligne Tondelier d'inviter tout le monde de Glucksmann à Mélenchon, c'est souvent la formule qui est utilisée. Mais là, LFI a dit bah non, ça mène à rien votre histoire, on va pas venir. Le PCF, c'est un peu le... Ouais, ça c'est l'inconnu. Je ne sais pas exactement pourquoi le PCF n'y a pas été, mais en tout cas, ils sont pas venus. J'ai pas vu de communiqué de quoi que ce soit par rapport à ça. Il y en a peut-être. Si quelqu'un a un communiqué du PCF ou quoi que ce soit qui explique pourquoi il n'y était pas, je suis preneur. Mais en tout cas, voilà. Et la gauche glucksmannienne, on va dire, donc toute la partie du PS qui est plus Team Glucksmann dont je parlais tout à l'heure, ils sont pas venus non plus parce qu'ils avaient leur propre truc, leur propre meeting de la convention de Bernard Cazeneuve. Et donc, c'est justement là qu'on voit à quel point c'est une impasse leur truc de primaire et leur truc de gauche unie. Les deux pôles de ce qu'on peut appeler la gauche actuellement, on va dire le glucksmano-hollandisme d'un côté et le LFI mélenchonisme de l'autre, LFI de l'autre, quoi, ils étaient pas. Et d'ailleurs, c'est assez fou, parce que je crois que c'est Bernard Cazeneuve, mais du côté cazeneuviste, il y a des gens qui ont dit, je ne sais pas ce qu'Olivier Faure faisait avec ses unionistes. La primaire de la gauche et la gauche unie est une impasse. Donc il y a des gens dans le camp un peu Cazeneuve qui l'ont dit. Emmanuel Bompard, il a dit sensiblement la même chose. Je crois que c'est un article de Antoine Oberdoff,
que j'ai vu tourner là sur Twitter, où il dit côté Glucksmann-Cazeneuve comme côté LFI, les gens ne comprennent pas ce qu'ils sont en train d'essayer de faire avec cette primaire populaire, et surtout ils comprennent pas ce que Faure a été faire ici. Ça n'a pas de sens, quoi. Ça n'a pas vraiment de sens. Bref. Tout mon cœur, de toute ma force, que celui ou celle qui sera désigné puisse aller jusqu'à la victoire. Et nous avons toutes et tous ici un devoir moral, c'est de faire en sorte que celui ou celle qui sera désigné soit effectivement un candidat de toutes et tous, et que nous le poussions, que nous le portions, nous l'apportions ou le portions, pour que demain soit un jour nouveau. Et ça, c'est un arrête de Clément, espoir qu'aucun d'entre nous n'a le droit de condamner par son inconscience, par son inconsistance, par son égoïsme. Il y a un moment dans la vie où il faut être à la hauteur de l'enjeu. Point. Alors je vois ce qu'il veut dire quand il dit il y a des moments, jetons les rancunes à la rivière. L'heure est grave, il faut aller niquer l'extrême droite. Mais je suis d'accord avec ça quelque part. Mais juste soyons réalistes, soyons matérialistes un peu, genre. Regardons concrètement ce qu'il est possible de faire et essayons pas de faire un truc qui est littéralement impossible. Et quand je dis ça, c'est pas de toute façon c'est impossible de battre le RN, donc il faut se préparer déjà à les combattre une fois qu'ils seront élus. C'est pas du tout ça ce que je dis. Mais là, force est de constater il peut pas y avoir moins de 2 candidats à gauche pour moi à la présidentielle de 2027. Pour moi, c'est impossible. Parce que juste, il y a ce fameux truc des gauches irréconciliables. Oui, au bout d'un moment, il n'y aura pas une candidature de Mélenchon à Glucksmann. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas une ligne possible qui convienne de Mélenchon à Glucksmann. Ça n'arrivera pas. Pour moi, le candidat idéal qu'il faut à gauche, on enlève la gauche révolutionnaire, on enlève l'extrême gauche révolutionnaire. S'il y a Anas Kazib qui se présente, s'il y a Nathalie Arthaud, elle sera là, de toute manière, c'est quasiment sûr. Il y aura la lutte ouvrière, ça on peut en être sûr. Je ne sais pas s'il y aura le NPA, mais il y aura peut-être Anas Kazib, il n'y aura pas le NPA, je ne sais pas exactement. Mais on risque d'avoir au moins une candidature communiste révolutionnaire, voire peut-être même 2. Eux, je les mets en dehors. De toute façon, c'est bien qu'il y ait des candidatures communistes révolutionnaires pendant les présidentielles. Moi, je suis pour. Je trouve que c'est pas du siphonnage de voix à la gauche de rupture qui pourra arriver au second tour. Moi, j'estime qu'il faut. Voilà, c'est Nathalie Arthaud et peut-être Anas Kazib, s'il y a les deux là, c'est très bien. Je les compte pas là-dedans. Je compte toute la gauche hors ça. Pour moi, il faut 2 candidats. Voilà, typiquement un candidat type Glucksmann, un candidat type Mélenchon. Après, on peut mettre d'autres noms derrière, vous voyez. Mais je veux dire, il y a 2 sensibilités politiques, 2 lignes politiques qui sont incompatibles pour moi, qui ne sont pas les mêmes. Par contre, il ne faut pas 3 ou 4 candidats comme la dernière fois. Hein. S'il y a Glucksmann, Mélenchon, un candidat unioniste type Front Populaire 2027 et Fabien Roussel qui retourne pour un dernier tour de piste, bah là c'est de la merde, ça fait trop de candidats. Je veux dire, un seul c'est pas assez, 3 ou 4 c'est trop. Le nombre idéal de candidats à gauche qu'il faut pour 2027 pour que ça soit à la fois les différentes sensibilités politiques sont représentées premièrement et deuxièmement, il n'y a pas non plus des unions et trop de candidats différents, il en faut 2. Moi c'est mon avis en tout cas. Voilà. La politique, c'est pas de l'arithmétique, certes, mais tu vois ce que je veux dire, Onibaku, quand je dis ça. Idéalement, il en faudrait 2. Il faudrait un candidat de gauche de rupture, un candidat social-libéral, un candidat type Mélenchon, un candidat type Glucksmann. Si c'est ça, c'est carré. Voilà. Et donc après, la question qui va se poser, c'est justement tous ces unionistes, qu'est-ce qu'ils vont faire? En gros, ils ont 2 choix. Soit ils font leur truc de primaire populaire, ils rajoutent une 3e candidature. Déjà une candidature glucksmano-hollandienne d'un côté, une candidature type LFI de l'autre. S'ils rajoutent une 3e candidature, ça sert à rien. C'est de la merde. C'est pourri. Donc du coup, pour moi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si vous êtes vraiment des unionistes, choisissez votre camp. Vous avez de la force soit à la gauche de rupture, soit vous avez de la force à la gauche social-libérale. Mais choisissez. Si vous voulez être unioniste, vous avez le choix de vous unir soit avec la gauche de rupture, on va dire LFI et le PCF, puisque le PCF n'est pas venu non plus, soit avec la gauche social-libérale type PS, place publique. Mais choisissez. Si vous êtes vraiment des unionistes, choisissez. Ou alors vraiment, vous allez rajouter une 3e candidature à la candidature. Voilà. Si tu fais PS plus LFI, ça fait moins que PS et LFI séparés. Ouais, tout à fait, tout à fait. De toute façon, pour moi, il y aura une candidature type Glucksmann, type aile droite du PS, on va dire. Et c'est pour ça que Olivier Faure, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Et il y aura une candidature LFI, probablement Mélenchon. En vrai, c'est un peu un secret de polichinelle, vous voyez. Et c'est ok, c'est très bien. Moi, ça me va. Simplement, les unitaires, choisissez votre camp. Choisissez votre camp. Si vous êtes vraiment unitaire, vous ne pouvez pas rajouter une 3e candidature unitaire à 2 candidatures qui représentent les 2 pôles de la gauche. Ça ne fonctionne pas. Donc, choisissez votre camp. Ou alors, vous n'êtes pas des unitaires, vous n'êtes pas des unionistes, et vous servez à rien, quoi. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et c'est pour ça que je trouve que cette histoire de primaire, c'est une impasse. Voilà. Tiens, moi, Antoine Oberdorf, j'en parlais, c'est lui, là, justement, qui disait que chez les casneuvistes, comme chez les LFistes, tout le monde est d'accord. Au moins, ils sont d'accord pour dire la merde, ça mène nulle part, leur histoire de primaire. Et notamment le fait que le PS, en plus, soit à la fois présent dans ce pôle-là, on va dire, le pôle Glucksmann-Cazeneuve, tout en ayant Olivier Faure chez les unionistes, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, pas Tondelier? Comment ça? Donc pas Tondelier, par rapport à quoi? J'étais globalement sur le même avis que toi, mais au final, je pense que le mécanisme de vote utile se mettra en marche en cas de 3e candidature ou plus. Ils feront 2% et ça ne changera pas fondamentalement les choses. Moi, je suis assez d'accord avec ça. De toute façon, on a vu comment c'est en train de partir, je n'ai plus espoir en rien.
Voilà. Moi, idéalement, je pense qu'il hors extrême gauche, hors gauche révolutionnaire. Voilà. Je pense que le top du top, ça aurait été 2 candidatures. Si on a 3, je pense que ça changera pas grand-chose. Mais pitié, pas encore 4 ou 5 candidatures, là. Casser les couilles, vraiment. Voilà. S'il manque 2%, on aura l'air malin. C'est vrai, c'est vrai. Mais voilà. Et si on est réaliste, moi, je pense que la meilleure... voilà, je vous donne mon avis. Pour moi, la meilleure configuration, c'était 2 candidatures avec justement tous les unionistes dont je parle tout à l'heure qui décident de se rallier à la gauche de rupture. Parce que, voilà, c'est le programme du NFP, c'est le programme sur lequel ils ont été élus. Et normalement, voilà, si c'est pour aller retourner avec Raphaël Glucksmann et François Hollande... C'est ça la gauche qui a même de combattre l'extrême droite et Macron. Non, pitié, non. Un peu plus d'ambition que ça, quoi. Donc moi, ce que j'aimerais bien idéalement, pour moi, le scénario idéal, c'est que les unionistes décident de se dire, ok, bon, on va rejoindre la vraie gauche, la gauche de rupture, et avoir une union autour de la ligne de rupture. C'est ce que, par exemple, appelle Sandrine Rousseau de ses voeux. Ou même Benjamin Lucas, il a un peu des trucs comme ça, quoi. Sandrine Rousseau, elle est sur cette ligne-là. Elle est en mode une union, oui, mais pas n'importe quel prix. Il faut l'union autour d'une ligne de rupture. Et donc ça pourrait être une candidature un peu unioniste, mais ça serait autour de LFI, du coup, hein, un peu fatalement. Et pour moi, ça serait un peu le meilleur, tout en ayant une candidature social-libérale, Hollande, Glucksmann et compagnie. Pour moi, ça serait le meilleur scénario. Parce qu'il y aurait la gauche unie autour d'une ligne de rupture. Bah, moi qui suis de gauche radicale, c'est le scénario qui me convient le plus, évidemment. Mais soyons réalistes, c'est peut-être pas ce qui va arriver. Par contre, le plus mauvais scénario, pour moi, ça aurait été les unionistes qui vont avec Glucksmann et François Hollande. Parce que là, du coup, voilà. Du coup, si c'est ça, ils vont quand même aller donner de la force à des social-libéraux centristes que moi, je peux pas blairer, quoi. Vous voyez. Mais si, du coup, le troisième cas de figure, c'est les unionistes ne choisissent pas leur camp, ne choisissent ni le pôle LFI gauche de rupture, ni le pôle social-libéral type Glucksmann-Hollande, si les unionistes ne choisissent pas et qu'ils rajoutent juste une troisième candidature qui va flopper, pour même à la fin peut-être se retirer, bon, ça me va aussi. Pour moi, c'est mon deuxième scénario préféré. Voilà, on va venir sur les scénarios à gauche. Pour moi, il y aura ces 2 pôles-là. Donc, pour moi, le scénario le plus optimal, c'est les unionistes décident de se rallier à la gauche de rupture. C'est le scénario le plus optimal. Deuxième scénario qui me convient aussi, ça va, je vais pas chialer si c'est ça. Il y a une candidature gauche de rupture, une candidature social-libérale et les unionistes qui viennent se rajouter à ça pour flopper. Pourquoi pas? Je pense pas que ça va changer follement la dynamique de la campagne. Par contre, le scénario que je redoute un petit peu, c'est les unionistes qui commencent à s'allier avec les sociaux-libéraux, Thiel, Hollande, Glucksmann. Si c'est ça, je pense que ça sera pas bon pour la gauche, ou en tout cas pour ma gauche à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais du coup, c'est pas clair, quoi. C'est pas clair. Moi, je pensais que c'était enfin clarifié. Je pensais que le PS avait choisi son camp, que le PS était vraiment en mode... Maintenant, c'est la ligne Hollande-Glucksmann. De toute manière, on a acté le divorce avec le reste de la gauche, et que du coup, voilà, les unionistes, ils allaient se retrouver un petit peu bon gré, mal gré, sur la ligne de rupture. Parce que le PS s'était cassé, quoi. À cause d'Olivier Faure qui fait l'anguille, bon, on sait pas ce qui se passe. Donc maintenant, bon, on va regarder les images, en tout cas, de l'autre convention qu'il y a eu ce week-end. Attention, c'est très très stylé. Un trigger warning, c'est extrêmement stylé. Hein. Vous êtes prêts? Carole Delga, présidente de Région Occitanie, qui rentre avec Bernard Cazeneuve. Donc c'était où ça? C'était à... Je sais plus, mais c'est dans un truc de basket. À Cergy-Pontoise, c'est ça, c'était à Cergy-Pontoise, une ville que je connais bien. Sur le terrain des Spartiates de Cergy-Pontoise, donc un terrain de basket. Hype! Les gradins sont vides. Ah, il y a peut-être d'autres gradins à d'autres endroits. Non mais la convention, pitié, c'est le truc le moins vendeur de la Terre, quoi. C'est le mouvement de Bernard Cazeneuve. Donc là, du coup, il y a une partie de la gauche, on va dire, il y a un des pôles de la gauche qui s'est réuni autour de le micro-parti de Bernard Cazeneuve, quoi. En faisant des grands discours de c'est nous l'avenir de la gauche autour de Bernard Cazeneuve. Rappelle que Bernard Cazeneuve, il parle tellement doucement dans les micros, c'est tellement un mauvais tribun qu'il y a des moments, les journalistes et tout, ils sont en mode genre, on n'arrive pas à l'interviewer, les gens n'entendent pas dans la salle, quoi. Il parle vraiment comme ça, dans son micro, il ne parle jamais plus élevé que ça. J'ai du mal à voir quelqu'un comme Bernard Cazeneuve représenter l'avenir de la gauche. Avec quelques personnes dans la salle, hein. Je sais pas trop ce qu'ils foutaient là, honnêtement. Voilà, mais bon, c'est pas la gauche qui fait rêver, c'est ça la gauche de l'avenir. Oh là là. Oh là là. En vrai, si Glucksmann se limite à convention et place publique, ça ira pas bien loin. Ouais, mais Glucksmann, je pense qu'il veut récupérer toute une partie de l'électorat déçu du macronisme. D'ailleurs, il y a Sacha Houlier, ancien député macroniste, qui s'est barré de la Macronie, qui l'a rejoint il y a pas longtemps à place publique. Donc je pense que Glucksmann, il a envie d'aller à la fois créer un bloc aller chercher un électorat qui soit à la fois les déçus du macronisme, mais plus l'aile gauche, on va dire, rallier peut-être même certains qui se barrent de la Macronie en fin de règne, vous voyez, peut-être des personnages comme Agnès Pannier-Runacher, voilà, qui fait partie de l'aile gauche de la Macronie, rappelle, hein. Ou Elisabeth Borne, issue du PS, voire même Gabriel Attal, je sais pas trop. En tout cas, il a envie d'aller mordre un peu sur cet électorat-là, tout en récupérant l'électorat PS pas trop unioniste, on va dire, voilà.
Je sais pas, hein. Moi je pense qu'il y a un bloc électoral qui peut correspondre à ça, effectivement. Oui, il y a Aurélien Rousseau, qui est un ancien macroniste dans son parti, le seul député place publique à l'Assemblée. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est un peu sur cet espace politique-là qu'il a envie de travailler, Glucksmann, et pour moi il a un espace politique. S'il arrive à fédérer autour de lui, on va dire, dans cet espace politique, ça correspond à un truc, c'est pas fantasque. Mais effectivement, du coup, ça serait pas juste la convention, le truc de Bernard Cazeneuve et Place Publique, ça serait aller sur sa droite plus du côté de la Macronie, des issus du macronisme, et sur sa gauche du côté du PS, quoi, tout simplement. En tout cas, tant que le PS n'aura pas choisi, ça va être compliqué de voir, quoi. Et moi, j'en ai marre d'Olivier Faure languille, quoi. J'en ai marre d'Olivier Faure. Il dit un truc, après il fait tout son contraire, il n'y a aucune cohérence, Mais voilà, en tout cas, il y avait du beau monde, effectivement, à Cergy-Pontoise, puisqu'il y avait François Hollande, ancien président de la République, figure du PS, détesté de la gauche française aujourd'hui, parce que voilà, tu prends le gauchisme moyen français, tu parles de François Hollande, t'es en mode... François Hollande, il était censé faire le socialisme, mais au final, il a mis Macron en place. C'est vraiment... S'il y a quelqu'un qui représente la gauche qui se trahit une fois arrivé au pouvoir, c'est François Hollande, mieux que personne d'autre, quoi. Mieux que personne d'autre. N'importe quelle personne de gauche dans ce pays, normalement, aime pas François Hollande, quoi. Vraiment, hein, parce que t'es en mode genre, mais putain, François Hollande était censé être de gauche, il a mené une politique de droite, économiquement, il a mené une politique pré-macroniste, il a fini carrément par mettre Macron ministre de l'économie. Il lui a fait une lampe de lancement pour Macron. Tellement désastreux, la présidence Hollande, qu'il ne s'est même pas représenté. C'est historique, c'était la première fois de l'histoire de la Ve République qu'un président sortant ne se représente pas. Bon, il y avait Pompidou aussi, mais il est mort en 74, donc c'est pas pour la même raison. Il a même pas pu se représenter. Enfin, il aurait pu, mais il l'a pas fait, quoi. Il l'a même pas fait tellement c'était un fiasco, quoi. Et donc vraiment, là, ils sont en mode l'avenir de la gauche avec François Hollande. Mais C'est honteux. pardon, mais c'est honteux, quoi, vraiment. Aïe, 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 aïe. Et Bernard Cazeneuve aussi. Et Raphaël Glucksmann. Enfin, l'image, quand même. L'image est saisissante, hein, j'ai envie de dire. L'image parle d'elle-même. Raphaël Glucksmann entre François Hollande et Bernard Cazeneuve. Il y a eu des discours, ils ont dit nous sommes l'avenir de la gauche. Non mais pitié, quoi. Sachant qu'en plus, Raphaël Glucksmann, moi je me souviens très bien, je m'en souviens très très bien du lancement de Place Publique, c'était en 2018, c'était tout début 2018, c'était peut-être en février 2018, hiver, printemps 2018. Et je me souviens très bien, à la base, il y avait Thomas Porcher avec lui, économiste médiatique que vous connaissez peut-être bien, qui était sur France Inter, pas mal et tout, qui débat avec Dominique Seux sur France Inter, très sympa, Thomas Porcher. Il y avait aussi Claire Nouvian, qui est maintenant une militante écologiste. Et à la base, vraiment, Place Publique, c'est en mode on fait un nouveau mouvement transversal, on donnera parole et on donnera plus de place aux gens issus de la société civile. C'était un peu ça, quoi. Voilà, avec moi, j'ai une militante et un économiste, on n'est pas juste des politicards de merde, quoi. Voilà. Des mecs blancs de plus de 50 ans, bah pas Claire Nouvian. Donc je veux dire, à la base, comment il a vendu ça ? Place Publique, c'était pas du tout censé être ça, quoi. C'était censé justement en mode, il disait il y en a marre en fait, il y en a marre des vieux partis, le PS en fait, il a trahi tout le monde, qui peut espérer l'avenir de la gauche au PS ? C'est pas possible, c'est pour ça que j'ai fait Place Publique, que je me suis entouré de gens talentueux, comme Thomas Porcher et Claire Nouvian. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un an après, Européenne 2019, un an après le lancement de Place Publique en 2018, qu'est-ce qu'il fait ? Il annonce qu'il s'est arrangé avec le PS et que ça sera le candidat, la tête de liste PS aux européennes. Alors qu'il avait créé son parti, notamment en opposition au PS, en mode il faut une nouvelle gauche moderne et qui s'est réinventée. Direct, instantanément. Qu'est-ce qui s'est passé ? À ce moment-là, Thomas Porcher s'est cassé. Il s'est barré de Place Publique. Il a fait, bah attends, on était censé réinventer la gauche. Au final, tu deviens sans se concerter avec personne. Il a fait ça sans se concerter avec son parti. Et du coup, c'était en mode, bah frérot, déjà t'as prévenu personne, on était censé réinventer la gauche, et là au final, tu deviens tête de liste PS, alors qu'on a été créé, nous, Place Publique, justement, en réaction au PS. Bah je me casse. Thomas Porcher s'est cassé à ce moment-là. Claire Nouvian s'est cassé aussi à ce moment-là. Et voilà, quoi. Donc quand tu regardes ce que c'était censé être Place Publique à la base, et que là, tu le vois entre François Hollande et Bernard Cazeneuve. Là, c'est même pas qu'il a trahi la gauche ou je ne sais quoi, Glucksmann. Il s'est trahi lui-même quand tu regardes Glucksmann 2018. Je vous invite à aller le faire. Vous allez sur la chaîne de Mediapart. Je me souviens, je l'avais vu en direct. Et moi, je ne connaissais pas Raphaël Glucksmann. Je ne connaissais pas non plus son père ou quoi que ce soit. André Glucksmann, je ne connaissais pas du tout. Et vraiment, il y avait François Bonnet en face de lui, qui est un des deux cofondateurs de Mediapart. Il y avait peut-être aussi Edoui Plenel à l'époque. Et franchement, il s'était bien fait enchaîner. Et moi, je connaissais pas Glucksmann. Justement, les trucs Glucksmann CIA, je ne connaissais pas. Pour vous dire, à l'époque, en 2018, il n'y avait pas tous les mêmes Glucksmann CIA comme ça. Et du coup, là, c'est Edoui Plenel et François Bonnet de Mediapart qui étaient en mode genre, mais monsieur Glucksmann, de toute façon, c'est très bien, vous êtes un immense atlantiste, ou normalement ça va. Et puis, qu'est-ce que vous proposez là ? Réinventer la gauche ? C'est la millième fois qu'on fait une proposition comme ça. Franchement, Plenel et François Bonnet,
quand il y avait Glucksmann invité sur Mediapart en 2018, c'était limite eux qui faisaient la blague Glucksmann CIA. Et maintenant on est dans la méta où Glucksmann égale Edoui Plenel égale CIA. Comme quoi, bon bah voilà. Moi je vous invite à aller retourner voir l'entretien en 2018 à Mediapart. Voilà. Déontologie journalistique. Bref, peu importe, mais attends, je vais essayer de le retrouver. En tout cas, je me souviens très très bien. Moi je l'avais maté en 2018 et vraiment, il y avait déjà une vraie méfiance de Glucksmann. Alors attendez, Glucksmann, Mediapart. Non, c'était avant à l'air libre, hein, ça s'appelait même pas comme ça. Parce que c'était avant le Covid. Glucksmann Mediapart, je vais essayer de retrouver. C'est une vieille vidéo. Non, c'était pas ça. Il y a 10 ans, c'était à moins de 10 ans. À quoi va servir le mouvement Place Publique ? Il y a 7 ans, je me souviens très très bien. Bonsoir, voilà. Bonsoir, vous êtes sur Mediapart. Aujourd'hui, nous recevons évidemment un grand homme, M. Raphaël Glucksmann, accompagné de militants talentueux comme Claire Nouvian et l'économiste talentueux, non moins talentueux, Thomas Porcher. Du collectif Les Économistes Atterrés. Il avait cette tête-là à l'époque, Thomas Porcher. Il a glow up. Bref, et du coup, je sais que c'était vraiment en mode toute l'interview. C'était surtout c'était François Bonnet qui l'avait pas mal fait. Il était en mode mais Glucksmann, tu nous vends du vent là. Comment on peut te croire, gros nulos, grosse merde. C'était un peu ça qu'il disait François Bonnet de Mediapart. Et quand tu regardes l'interview, moi je sais que j'avais regardé ça en mode genre ok, je connaissais pas Glucksmann, je connaissais pas Claire Nouvian, je connaissais un peu Thomas Porcher, je l'aimais bien. Du coup, comme il y avait Porcher, je me disais ok, c'est peut-être bien leur truc, je sais pas trop. Et vraiment, j'étais en mode genre, ah ouais, ok, d'accord. Ah, mais je trouvais qu'ils s'étaient fait enchaîner par Mediapart, et en fait, à juste titre, tu vois. Parce que les deux personnes avec qui il est venu vendre son projet, les deux se sont barrés un an après, parce que justement, il a rejoint le PS pour les européennes, en tant que tête de liste, comme un gros carriériste de merde, quoi. Donc voilà, quand je vois cette photo-là, je me dis, bah putain, Glucksmann, hein, comment peut-on imaginer l'avenir de la gauche à côté de cet homme ? C'est non. Non, oh, je suis désolé. Bref, donc voilà, bon, en vrai, j'ai un peu fait le tour de ce que je voulais dire sur la primaire, pourquoi c'est une impasse, mais on va quand même se délecter de cette minute 26 de François Hollande à la convention de Bernard Cazeneuve avec justement Glucksmann qui est bel et bien là, quoi. Voilà. Bon, d'abord, je voudrais saluer l'initiative de Bernard Cazeneuve. De Bernard Cazeneuve. il a vraiment une façon marrante de parler Hollande. T'as l'impression qu'il s'arrête au milieu de sa phrase et qu'il finit comme ça. De rassembler la gauche réformiste dans toutes ses composantes. Parce que la gauche réformiste. Et il parle comme un vieux socialo nul des années 60, quoi. En mode gauche réformiste. Alors, du coup, réformiste. Normalement, c'est quoi le contraire de réformiste ? Quand on parle de gauche réformiste, c'est que t'as la gauche réformiste et la gauche révolutionnaire. Voilà. Et notamment quand tu vois la seconde et la troisième internationale, l'histoire du socialisme avec un grand S, les réformistes, c'est ceux qui n'étaient pas révolutionnaires. Donc là, il est en mode la gauche réformiste. Mais alors, du coup, ça serait en opposition à la gauche révolutionnaire. Donc ça veut dire que les écologistes de Marine Tondelier, Génération de Benoît Hamon, et LFI, c'est la gauche révolutionnaire, et le PCF, c'est la gauche révolutionnaire. Le fait qu'ils utilisent réformiste, mais gros, c'est pas vendeur, quoi. Oh. Parce que c'est l'heure. C'est l'heure. Elle a l'air convaincue, hein. Ah, vraiment, quel entrain. Ah, ça donne envie d'aller vaincre l'extrême droite, hein. Ça donne envie de gagner la présidentielle, hein. La gauche réformiste. Parce que c'est l'heure. Normalement, c'est un meilleur orateur et un meilleur tribun. Il est plus charismatique que Bernard Cazeneuve, normalement, Hollande. Mais là, il arrive à être aussi mou et chiant qu'un Cazeneuve. C'est fou, quoi. C'est l'heure. Bah oui, c'est l'heure. Bah ouais. C'est précisément l'heure pour se préparer à l'élection présidentielle de 2027, de porter un projet et de choisir le bon Qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer ici ? Et pour ça, il faut qu'il y ait une force. Ah, je suis désolé, je m'ennuie trop, je suis obligé de passer en vue. Il n'y a pas de victoire possible. Sans ça, j'arrive pas. Sans ça, j'arrive pas. Démocratie, sans qu'il y ait une force dynamique. Je perds ma concentration, je passe en vue TDAH. Et qui permettent de donner un espoir. On ne vaincra pas l'extrême droite simplement par le refus, par la peur. On vaincra l'extrême droite par l'envie qu'on donnera les uns les autres de faire avancer le pays, l'Europe, changer le monde. C'est ça la politique, c'est pas simplement d'éviter le chaos. Le chaos, d'une certaine façon, il est déjà là. Alors, est-ce que la démocratie est vulnérable ? Oui, et je crois qu'il y a deux réalités qui se sont imposées à nous. Ah ouais, même avec la vue comme ça, on s'emmerde. Hein. Ces dernières années, c'est bon, que ouais, la paix n'est plus acquise et que la démocratie, elle est vulnérable. Ok, oh, bah, ça fait une longue phrase pour dire on va battre l'extrême droite en étant de gauche.
la démocratie. Oh là là, c'est vendeur ça. C'est vraiment vendeur. Si c'est ça la contre-proposition à gauche, moi ça va, je suis pas trop inquiété quoi. Mais encore une fois, ce positionnement politique, c'est vouloir aller grailler les miettes de la Macronie en désuétude. Hein. C'est vraiment leur strat. Hein. Bah faites-le. Moi ça me va. Faites-le, ça me va très bien. Moi ça me va très très bien. J'ai pas de souci avec ça, ça me convient très bien. Allez faire votre truc de merde. Mais si vous pouvez récupérer Olivier Faure du Parti Socialiste, moi je veux bien. Moi, je préfère. Prenez-le avec vous, là. Il essaye de faire l'unioniste. Il essaye de faire le NFPiste. Pas de ça chez moi. Il est comme vous. Il est exactement comme vous. Bernard Cazeneuve, tu vas récupérer ton copain Olivier Faure et tu le charges de ma gauche, s'il te plaît. Une bonne fois pour toutes. Pardon de le dire. Pardon de le dire. Bon, voilà. Hein. Bref, je crois qu'on a fait le tour de ce sujet. Je crois qu'on peut s'arrêter là, mais... Moi, je pense que c'est pour ça que leur histoire de primaire, c'est une impasse. C'est vraiment une impasse, quoi. Quand tu vois que le PS ne sait même pas choisir entre être avec Glucksmann ou être avec Marine Tondelier, qu'à côté de ça, le LFI et le PCF, ils sont en mode mais cassez-vous avec vos histoires de primaire, ça ne mène nulle part tout ça. Bah oui, je pense qu'effectivement ça ne mène nulle part tout ça. Voilà, la seule question que je me pose, c'est est-ce que les unionistes vont aller au bout de la démarche ? Est-ce que les unionistes vont vraiment faire leur primaire et dire par exemple, je sais pas, Ruffin ou Tondelier est candidat à la présidentielle par rapport à cette primaire et venir se rajouter à une candidature gauche de rupture et à une candidature Glucksmann, quoi. Pour moi, c'est le seul truc qui pourrait déboucher de cette primaire de la gauche. Ça serait le camp unioniste qui rajoute une troisième candidature à la présidentielle. Donc, c'est le contraire de l'unionisme, finalement. Donc, tout ça ne mène nulle part. J'en ai marre, mais on va continuer à suivre tout ça et à parler de toutes ces frasques de la gauche et de la restructuration de la gauche et de la gauche qui se prépare pour 2027. Je pense qu'on va en parler encore un bon bout de temps jusqu'à ce que enfin la présidentielle commence et que là on est les candidats. En attendant, ça va être un feuilleton très long et très fatigant, un peu comme le budget finalement. Donc si vous voulez le suivre de manière un peu plus humoristique, un peu plus sympa que le suivre par vous-même parce que ça commence à être chiant à la longue, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo, mettre un like, activer la cloche et donnez-moi de l'argent quoi. Je sais pas, faites quelque chose. Bisous.